Salut à tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Collectionneur. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit et si c'est pas déjà fait. Aujourd'hui on va parler de soul, de blues et de funk psychédélique. Ouais, je sais pas, c'est le côté été peut-être, estival, qui donne envie de bouger, de danser, de partir un petit peu dans des trips. Donc ce que je vais vous proposer, c'est une petite sélection de 10 disques, très subjectifs, très personnels. Il y aura peut-être une partie 2 pour en présenter d'autres d'ailleurs, hein. Franchement il n'y a pas de raison qu'on se limite. Mais pour l'instant je vais juste vous sélectionner certains albums. Alors je préfère vous prévenir, il n'y aura pas Sly and the Family Stone et Funkadelic. Je sais, mais bon, voilà, tout le monde connaît déjà. Je veux dire, est-ce que vraiment ça vaut le coup que je vous en parle? Mais je vais commencer par la base. La base, c'est quoi? La base de ce psychédélisme dans la musique noire. Pour moi, c'est ça. Electric Mud de Muddy Waters. Alors c'est un album complètement dingue parce que à l'époque Marshall Chess, le fils de Leonard Chess, donc qui avait créé le fameux label de blues Chess Records, il a l'idée de relancer un petit peu la carrière de Muddy Waters en faisant un disque de blues soul psychédélique. Et il faut quand même voir un peu le délire parce que Muddy Waters, c'est pas vraiment le genre de bluesman a priori à coller avec ce type de musique. D'ailleurs, il va dire du mal du disque pendant tout le reste de sa carrière. À l'époque, il a quand même 55 ballets à peu près. Donc lui dire, vas-y mon gars, tu vas faire un disque pour les hippies, un peu bizarre. Mais non seulement Marshall Chess fait bien les choses parce qu'il lui donne un backing band de folie avec des super musiciens, notamment Philip Church à la guitare et Pete Cosey aussi. Donc il a des musiciens de folie parce que là Muddy Waters il fait que chanter. En fait on lui donne la possibilité, on réarrange certains de ses morceaux très classiques, les tubes, et lui il chante, voilà. Et derrière il y a les mecs qui font le taf. Au final ça fait un disque oui, de blues, rock, soul psychédélique avec énormément de fuzz, de wah-wah, et puis la grosse voix de Muddy Waters qui, mine de rien, moi, colle énormément avec les arrangements. Il n'y a pas de souci sur la capacité finalement à mixer les deux genres. Ça, c'est une réédition de 2002 avec cette photo assez géniale. Alors l'album, il sort chez Cadet Concept, qui est en fait le sous-label de Chess dédié à la musique, cette facette psychédélique donc qu'il a voulu développer avec les bluesman maison. Donc il le fait évidemment avec Electric Mud pour commencer. En plus, comme ça va super bien marcher, le disque il va se vendre à 150 000 exemplaires, donc Muddy Waters, déjà il va mettre de l'eau dans son vin et il va se dire ouais finalement c'est pas mal, donc il va retourner, réenregistrer un autre disque qui s'appelle After the Rain avec les mêmes musiciens, mais un peu moins psyché quand même. Ça reste un peu plus blues, même s'il y a toujours les mêmes musiciens qui donc toujours ce côté fuzz et tout. Et ensuite il va y avoir Howlin' Wolf aussi qui va enregistrer un peu après son propre album, exactement pareil, mais vraiment c'est génial aussi d'ailleurs, et qui s'appelle This is the New Howlin' Wolf Album. Et alors ils ont poussé le truc jusqu'au bout parce qu'après il y a écrit He Doesn't Like It, voilà, parce que pour assumer le côté il l'a fait un peu presque contre son gré, mais après ils ont rajouté donc dans la pochette, mais il aimait pas sa première guitare électrique non plus, hein, sous-entendu, faut bien évoluer. Au début les bluesman ils jouaient sur des guitares acoustiques, après ils sont passés à l'électrique, puis maintenant ils passent aux arrangements fuzz, à la distorsion psychédélique quoi. Il y a les classiques Hoochie Coochie Man, I'm a Man. Il y a des choses comme I Just Want to Make Love to You, reprise des Stones qui eux-mêmes ont beaucoup repris Muddy Waters, donc c'est un petit peu voilà, le retour d'ascenseur. Il y a un nouveau morceau qui est Herbert Harper's Free Press, qui est cool. Et Tomcat aussi, c'est génial. Voilà. Je sais pas si ça avait été déjà composé avant le disque. Alors donc Muddy Waters a dit du mal du disque après. Il y a pas mal de gens après qui se sont un peu détournés d'Electric Mud, parce que lui il est revenu aussi à ses amours blues après. Pour son public, on va dire hardcore.
Mais le disque, il a quand même été redécouvert au fur et à mesure, notamment c'est un disque qui a été beaucoup mis en avant par Chuck D de Public Enemy, qui a joué lui-même avec les musiciens du disque. Misconception got the brothers in the wrong direction, talking about they're doing it for their own damn protection, faking pride, flashing guns and talking loud, talking about the hell with tomorrow, cause Lord I want it now. So what's the premise? Now that we're all up in this, time for men to be men and start handling men's business. Money don't make the man, but how you made the money does. So let's get back to the root and give it up to what it was. Good Lord. On peut dire que ça a influencé quand même beaucoup les Black Keys ou même les White Stripes. Donc ce son-là, après très, très blues psychédélique, il s'est retrouvé quand même beaucoup dans certains groupes des années 90-2000. Puzzle People, qui est donc le premier disque vraiment de soul psychédélique des Temptations, parce que ça pousse encore plus le concept que Cloud9. Et donc voilà, Puzzle People, on voit même d'ailleurs dans le style du groupe, hein. Vous voyez là, faut savoir que pas longtemps avant ce disque, ils étaient encore en petit costume tout propre, ils avaient tous le même costard, alors que là, voilà, là on est déjà dans le psychédélisme en termes de vêtements. Il y a des couleurs, il y a du violet, à l'époque, voilà, le purple haze, hein, on est dedans, d'ailleurs dans le titre aussi, voilà. Alors qu'est-ce qui est cool dans ce disque? Eh ben, on a effectivement ce Norman Whitfield, hein, le producteur de Motown, qui voulait absolument donner un virage psyché plus dans l'air du temps au groupe de Motown. Il va composer des trucs qui sont assez extraordinaires, dont le single I Can't Get Next to You, où il va vraiment mettre à profit les capacités vocales aussi du groupe, hein. C'est un groupe un peu de doo-wop qui devient psyché, où on a toutes ces voix là, on a une espèce on sait plus où donner de la tête, hein. Un coup on a le ténor, le baryton, le soprano, ils arrivent tous comme ça, chacun leur tour à balancer une phrase. I can turn the gray sky blue. I can make it rain whenever I wanted to. Oh, I can tell a castle from the sing a grain of sand. I can make a ship sail on dry land. But my life is incomplete and I'm so blue. 'Cause I can't get next to you. I can't get next to you, babe. Next to you. I just can't get next to you, babe. I can't get next to you. I can fly like a bird in the sky. Il y a aussi un truc un peu... Il essaye de prendre un peu un virage aussi... Fierté noire avec des morceaux comme Message from a Black Man. On a une reprise de country, Little Green Apples, qui marche. Il y a des morceaux un peu classiques de Motown, on va dire, qui ont été déjà chantés par les Hailey Brothers ou d'autres groupes. Et t'as des morceaux, ouais, je te tutoie, t'as des morceaux qui sont assez... qui font penser déjà un peu à ce que feront les Jackson 5, ce qu'on appelle parfois le sugar funk, un truc comme ça un peu croustillant, mignon, sucré, notamment Since I've Lost You, du Don't Love Me No More, une bonne partie de la phase B qui termine quand même sur Slave, qui est un pur morceau de funk psyché vraiment très très bon. Ensuite, Booker T and Priscilla. Alors un peu particulier ces disques, donc Booker T and the MGs, quand il arrête le groupe, il déménage avec sa femme en Californie pour faire ce disque, donc Priscilla Coolidge, sœur de Rita Coolidge. Alors il file Le Parfait Amour, et ce disque c'est un petit peu une ode à leur amour fou. Donc en allant en Californie, il épouse un petit peu justement cette ambiance, cette atmosphère psychédélique de la côte ouest, ce qui fait un rhythm and blues très psyché. Le disque c'est un double album méga long, donc dessus il y a des trucs qui servent à rien, mais à un point vous imaginez même pas. C'est très bizarre d'avoir fait un disque aussi. C'est vraiment j'ai un peu l'impression l'époque du fast, on a tellement d'argent, on s'en fout, on peut faire des doubles albums. Le pétrole, on sait plus quoi en faire, donc il n'y a pas de problème, alors que clairement c'était pas nécessaire. Donc moi ce que j'aime beaucoup dans ce disque, il commence et il termine d'ailleurs par deux très bonnes chansons qui sont pour moi le top du disque. Ça finit sur All Man Trouble et ça commence surtout avec The Wedding Song, qui est justement
Et ce chant à leur amour, la wedding song, où ils expliquent un peu voilà, qu'ils s'aiment mais qu'ils vont se marier. Mais bon, derrière, l'instrumentation est incroyable, les chants, leurs deux voix s'entremêlent, c'est vraiment excellent. C'est quand même un album dont je recommande l'écoute. Franchement, 71, voilà, pressage français. Ça a eu son petit succès à l'époque quand même, du coup. 71 aussi, maintenant je vais vous parler de Buddy Miles. Je pense que vous connaissez Buddy Miles, batteur, chanteur. Il a joué avec le Jimi Hendrix Experience notamment et c'est un superbe chanteur, superbe aussi MC de groupe quoi, parce qu'il est vraiment... ce qui est impressionnant c'est les lives de Buddy Miles. On voit vraiment comment il tient son groupe, comment il chante, comment il donne tout. Donc sur album, ça reste excellent. Même si moi je recommande quand même plutôt de l'écouter en live. On a quand même des super... Hop là, attention, on a aussi évidemment la pochette, les dessins qui vont avec, voilà, avec l'esprit psyché de l'époque. On peut faire penser aussi un peu au Beaches Brew dans l'esprit de Miles Davis en termes de visuel. Donc Message to the People, super disque où respire la générosité de Buddy Miles qui commence par Joe Tex, qui est une espèce de, je crois, de réinvention d'un morceau justement de Joe Tex. Super funky, excellent. Beaucoup de bons morceaux. The Segment avec un riff de guitare extraordinaire, pur morceau aussi, hyper soul. J'adore ce morceau. Il y a une reprise de Midnight Rider des Allman Brothers qui est très cool. Bref, beaucoup de bons morceaux. That's the Way Life Is est sympa aussi. On regrette même parfois en fait que ça dure pas plus longtemps parce que les morceaux sont assez courts, alors que justement en live ils prennent le temps de décoller quoi. Même The Segment par exemple, quand il fait une version de 8 minutes du titre en live, c'est extraordinaire, alors que là je pense qu'elle dépasse pas les 2 minutes 35 voilà. Donc on reste un peu sur sa fin paradoxalement dans ce disque qui est pourtant à part une ou deux chansons vraiment super. Yes, I know. 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 Yeah, I know. Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know. She told me so now. Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know. It's all right. Yes, I know. 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 It's all right. Yes, I know. She's got to move, yeah. She's got to move my soul. She's got. Ensuite, un disque vraiment très connu qui s'est énormément vendu, mais je vais quand même le présenter parce que je l'aime beaucoup, c'est War, The World is a Ghetto. Voilà, on connaît War, hein, ils avaient commencé avec Eric Burdon, des Animals, qui avaient repéré le groupe et qui s'est mis à chanter avec eux et qui, un peu du jour au lendemain, les a lâchés. C'est pas très clair d'ailleurs pourquoi, enfin moi j'ai pas creusé, mais bon, je sais juste qu'à un moment donné, en pleine tournée, il a fait une crise d'épilepsie je crois, et donc il est parti. Ils ont continué tout seuls et c'était très bien parce que ça marche du feu de Dieu sans Eric Burdon. Superbe pochette, le concept enfin le concept, pas un concept, mais l'idée de The World is a Ghetto, qui est le morceau titre et phare, c'est donc cette idée un peu humaniste, universelle, que finalement le monde est un ghetto, c'est-à-dire c'est difficile de s'échapper de sa petite condition humaine qui est malheureusement liée aussi à la souffrance et au malheur, et que même quand on est riche, on peut aussi souffrir et on est finalement dans le ghetto mondial. Groupe californien, donc beaucoup d'influences latino, on a souvent des percus et des choses assez sympas, notamment par exemple sur The Cisco Kid. City, Country City, on a des jams funk vraiment sympas,
L'harmonica rajoute une touche, je trouve vraiment très cool aussi au son du groupe, même si tous les autres instruments sont terribles. On a de la super guitare, de l'orgue, c'est vraiment très funk, très jam band chez War, parce que tous les morceaux ont été jammés pendant des longues heures par tous les musiciens. On a un truc un peu étonnant qui est Four Cornered Room, qui est plus calme, très lent, un peu avec des sons très heavy. D'ailleurs, souvent, je trouve c'est un funk assez heavy, assez sudiste aussi, assez sec, même s'ils sont capables aussi d'envoler plus lyrique, plus... type le dernier morceau, je l'aime beaucoup, Beatles in the Bog, et il est presque un peu avec ces espèces de grands chœurs vocaux, un peu gospel, un peu... qui sont très cool. Donc ça, c'est un pressage original américain qui craque quand même pas mal. Ensuite, un autre bluesman des années 50, bluesman, rocker, qui avec Muddy Waters, c'est sans doute l'autre plus grosse influence sur le rock des années 60, et notamment sur le rock anglais, sur le British Blues Boom, Rolling Stones, Animals, Pretty Things, Who, etc. C'est Bo Diddley. Alors, on ne compte pas le nombre de gens qui ont repris du Bo Diddley dans les années 60. Encore une fois, c'est peut-être même l'influence majeure sur tout le rock anglais des années 60. Et alors Bo Diddley, lui, contrairement à Muddy Waters, c'est assez naturellement qu'il se met à faire du funk au début des années 70, à matiner son blues de funk. On peut parler de Black Gladiator, qui est le premier disque vraiment très cool qu'il fait dans ce domaine. Et il remet ça avec Where It All Began, pressage français de 72, ça. Où on a, en plus aussi, toujours pareil, Bo Diddley, il compose une bonne partie des morceaux qu'il fait. Hein. Do you remember sort of the first time you played the Bo Diddley beat yourself? 1954. I mean, did you sit down and write it one day? No, I never sit down and write note for note. I write it in my head. But did it just suddenly one day click? Mm-hmm. That combination of rhythm and... I'm what you call a music scientist. I'm always looking for a new ting 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 ting, you know. Le disque est produit par Johnny Otis, qui est un chanteur, musicien, producteur, découvreur de talents exceptionnels de l'histoire de la musique. Et il y a Shuggy Otis d'ailleurs, qui aussi lui fait une apparition à la guitare. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Bo Diddley, c'est qu'il a toujours des chœurs de nana derrière qui sont extraordinaires. Et en général, il y a toujours ce jeu où lui, il chante, elles répondent, il rechante, elles répondent. Voilà, j'aime bien ce petit côté-là qu'il a l'habitude de faire. Toujours sa recette, mais ça marche bien. Il y a toujours le Bo Diddley beat. Même si là, encore une fois, voilà, ça s'étend un peu. On a plus de guitare fuzz. On a des morceaux vraiment très cool comme Woman, Look at Grandma, qui sont des morceaux relativement courts où il a un petit peu, il garde sa formule mais en la rendant plus funky. Et on a deux morceaux incroyables qui finissent chaque phase, qui sont Bad Trip et Bo Diddley-itis. Et là, on a vraiment ce côté un peu psyché où ça, Bad Trip, hein, les amis, je crois que ça dit tout ce que ça veut dire. Où là, c'est une explosion de sons psychés, de fuzz, de distorsion et d'orgue aussi. Voilà, moi j'adore. « 1972 encore, voilà, pressage américain original du Jimmy Castor Bunch, la bande là,
la horde de Jimmy Castor. Le petit autocollant parce que ça vient de la collection personnelle de Boom Bass de Cassius et donc il y a écrit le pack collector édition limitée Boom Bass. Voilà, je crois qu'à ce moment-là il faisait des espèces de box où il donnait, il vendait, où il donnait des vinyles de sa collection dans ce genre de petite box et apparemment ce disque faisait partie de ce type de choses. Alors, Jimmy Castor Bunch, c'est un disque incroyable de funk psychédélique avec des sonorités, des percussions de folie, de la guitare en veux-tu en voilà. Ça a été samplé des centaines, voire des milliers de fois par tout ce que le rap compte de grands groupes, et pas que le rap, parce que je pense aussi que Jamiroquai est allé pomper de son côté, voilà, Erykah Badu, etc. Enfin, tout le monde. Notamment 2 morceaux emblématiques, It's Just Begun, qui est le titre du disque aussi, et Troglodyte, qui est aussi une espèce de morceau ultra répétitif, de trance, autour de cette idée donc d'hommes des troglodytes, des premiers hommes des cavernes, voilà. Donc il est là avec sa grosse voix en train de dire Troglodyte. Et on a beaucoup de cuivre aussi, pareil, énormément de samples, des cuivres. Jimmy Bunch, c'était lui-même un saxophoniste. Des cuivres de folie, de l'orgue aussi qui tabasse dans certains morceaux. Il y a des trucs un peu plus ballades, un peu plus smooth que j'aime moins. Il y a un morceau qui s'appelle Bad, avant Michael Jackson, et oui, qui est assez cool aussi. Voilà. C'est un super disque, et je pense que vous l'avez déjà entendu, même sans le savoir. Autre disque produit par le grand Norman Whitfield, les Rare Earth, un des rares groupes blancs signés chez Motown, donc du funk blanc psychédélique. On a cette couverture très bizarre que d'aucuns diraient une des plus laides de l'histoire de la musique. Et en même temps, on finit par aimer ce petit côté-là, ce petit gribouillage. Mais c'est vrai que c'est bizarre. En tout cas, ça donne pas vraiment une idée de ce qu'on va écouter à l'intérieur. Vous savez peut-être d'ailleurs que donc Rare Earth a été le premier groupe sorti sur le sous-label de Motown qui s'appelle Rare Earth comme eux, quoi. Hein. Voilà, ils sont pas allés chercher très loin. C'est le nom aussi de ce label un peu psyché dédié au psychédélisme chez Motown. Là, Norman Whitfield, il fait un peu comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il compose des nouveaux morceaux, mais surtout aussi, il reprend des titres d'autres groupes. Voilà, c'est toujours pareil, les morceaux, ils voyagent un peu d'un groupe à l'autre, on fait des tests, on voit, puis si ça marche bien, on se dit pourquoi pas le donner à quelqu'un d'autre, ou même si ça marche pas, d'ailleurs, on se dit ça sera quand même, si on y croit, ça sera peut-être un tube pour un autre groupe. Sait-on jamais. Donc là, il y a Hum Along and Dance, qui est un morceau des Temptations. La reprise est vraiment très cool. Smiling Faces Sometimes, je sais plus. Peut-être aussi les Temptations, je sais plus. En tout cas, pareil, c'était un autre groupe à l'origine qui chantait ça. Big John Is My Name est aussi un très bon titre qui est fait pour le groupe. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Come With Me est une espèce de truc méga sexe. Donc, il y a un peu pour... voilà, on a compris. C'est un vrai groupe psyché. Well, I like what I do, and I do what I like. What I do, hey, I play the funky music. Hey, I said I like what I do, y'all, and I do what I like. What I do, tell ya, I play the funky music. I gotta say, some of my friends, y'all, smoke a little, yeah, I'm say that. Some of my friends sniff a little. Hey, yeah, different strokes for different folks. But me, playing funky music all night long, hey, that's what turns me on. Pour l'anecdote, ce disque pressage français appartenait à Brigitte Farkas. C'est ce qu'elle est de la famille du journaliste Basile Farkas, je ne sais pas.
Et il a été visiblement offert à Noël 73 à Paris. D'ailleurs, on a ici un petit tampon même qui date du 25 décembre 73. C'était vraiment... Ça a été acheté le jour de Noël. C'est marrant. Avant-dernier disque, The Undisputed Truth, un fameux aussi groupe de funk psychédélique avec ce disque sans doute le plus psychédélique du groupe qui s'appelle Cosmic Truth. Celui que je préfère, j'aime bien cette pochette aussi, là on sait ce qu'on va avoir dedans, on va avoir du Norman Whitfield, c'est signé quoi quand on voit ça. Et encore une fois, Norman, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des chansons des Temptations à son autre groupe quoi, parce qu'il y a I Know I'm Losing You, 1990, voilà, c'est surtout ça. Bon après il y a des morceaux vraiment cool comme Spaced Out, Earthquake Shake, c'est du funk psychédélique dans toute sa splendeur, c'est vraiment excellent. Pour finir, un disque sans doute moins connu, même si il a été réédité il n'y a pas longtemps, donc vous en avez peut-être entendu parler. Et puis ça reste quand même un disque assez connu pour les gens qui s'intéressent à ce genre. C'est le groupe Experience Unlimited avec ce disque Free Yourself, qui finalement il date de 77 et à l'époque la vague disco a balayé rapidement, je pense, la postérité de l'album, qui a été redécouvert du coup plus tard et réédité régulièrement, je pense à partir je dirais des années 90-2000. Ça c'est une réédition du label Strut, label anglais de réédition justement de ce genre de disque obscur de l'année de 2024. Alors 77, mais au final on est sur un funk jazz, psyché, rock qui sonne un peu plus début des années 70, ce qui est bien d'ailleurs parce qu'en 77, en général, on est sur un funk qui commence à devenir un peu dégueu, moi je trouve généralement. Mais là, non, pas du tout, on a vraiment encore ces influences très James Brown, funkadélique, même Santana pour certains solos de guitare et d'orgue. Donc c'est génial. Les morceaux peut-être un peu iconiques, c'est Functus et Hey You, qui sont des trucs directement sexy, facile à danser et tout. Mais moi je donnerais quand même une petite mention spéciale à Funky Consciousness qui termine la phase B sur, je sais pas, peut-être une dizaine de minutes de folie totale avec chacun y va de son petit solo, hein. Il y a des cuivres, puis après il y a le piano, puis après il y a la guitare électrique et voilà. Et ça ne s'arrête pas et c'est instrumental. À l'intérieur, on a des petites notes, voilà, avec une interview du leader du groupe, hein, qui était Gregory Sugar Bear Elliott, chanteur et bassiste, où voilà, il explique notamment la naissance du go-go funk, le groupe vient de Washington, et c'est là où est né le go-go funk, qui est cette espèce de sous-genre très disco, très dansant. D'ailleurs, finalement, ils auront du succès, mais bien plus tard, 10 ans après, avec un morceau qui s'appelle Dabut, et qui est complètement différent parce que du coup évidemment 11 ans s'est passé et là ils sont en mode go-go funk hip-hop. Voilà, alors il parle un peu du producteur, voilà, Jimmy Gray pour le label Blackfire à l'époque, le disque était sorti sur ce label. Et leurs influences, il y a quoi? Earth, Wind & Fire aussi, c'est vrai, il y a aussi du Earth, Wind & Fire. Parliament Funkadelic, Mandrill, Kool and the Gang, ce genre de choses. Voilà, donc réédité il n'y a pas longtemps, ça se trouve je pense à entre 25 et 30 euros, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est exceptionnel. Bon voilà, on a fait un petit tour rapide, on dit des albums de la funk et de la soul psychédélique entre la fin des années 60, la fin des années 70.
J'espère que peut-être il y aura 1, 2, 3 disques que vous avez pu découvrir. Il y a des choses qui sont assez connues déjà. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des albums dont je pourrais parler la prochaine fois, parce que je pense que je ferai certainement une partie 2. En attendant, portez-vous bien, partez en vacances si vous pouvez, et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Moi je pars pas encore en vacances, je suis encore là pour faire des vidéos sur YouTube. Allez, ciao!